En immersion avec un patient Covid, et après, série 6/6. Reportage radio diffusé dans l'émission Transversale sur la première, le 11 avril 2020 à midi. Ce reportage montre à quel point le personnel soignant prend des risques à chaque étape de la prise en charge du patient Covid, suspect ou confirmé. À quel point tous craignent de contracter la maladie, pas seulement pour eux-mêmes, mais aussi et surtout pour leurs proches. Pourtant, certains sont équipés, en priorité les hôpitaux et les ambulanciers, d'autres peu, ou pas du tout, les maisons de repos, ou les médecins généralistes. Mais ce n'est pas tout d'avoir un équipement, il faut en avoir en suffisance. Or la pénurie est généralisée, ensuite, il ne faut pas commettre d'erreurs dans les gestes. Et enfin, il faut systématiser les tests de dépistage. Cela permettra d'isoler les patients qui sont réellement atteints du Covid, d'écarter les autres patients qui sont soumis au risque, et enfin de déconfiner ceux qui sont immunisés, à condition que l'on soit certain qu'ils ne contractent pas la maladie à nouveau, car c'est une constante, il y a une grande incertitude non seulement sur l'action du virus, mais aussi sur le nombre de cas réels. Question à Thomas Orban, médecin généraliste et président du Collège de médecine générale francophone. Pensez-vous que les médecins généralistes étaient préparés à affronter cette épidémie? Oui et non, parce que l'ADN d'un médecin généraliste, c'est l'adaptabilité. En médecine générale, on s'adapte tous les jours, en permanence, à toutes les situations, à tous les patients. Le médecin généraliste travaille dans un cadre clair, mais il doit en sortir régulièrement. Il est habitué à sortir de sa zone de confort, à gérer l'incertitude, sans filet, c'est son ADN. Et c'est bien le cas aujourd'hui. Quelles difficultés ont-ils rencontrées dans cette situation de crise? Là où ce n'est pas facile pour le médecin généraliste, c'est que cette adaptabilité doit se faire dans la relation avec le patient, sans contact visuel, ni tactile. On ne peut pas accompagner un patient en insuffisance respiratoire à l'hôpital, alors qu'on a l'habitude d'être là pour lui tenir la main. Dans cette situation, on ne peut pas être là, et c'est très dur de vivre ça. Mais les médecins généralistes ont très vite changé leurs habitudes. Le changement s'est fait en moins de 24 heures. Ils n'ont plus examiné les patients de visu mais par téléphone. Ils se sont tous débrouillés avec leurs outils, que ce soit WhatsApp, Skip ou Zoom. Très vite ils ont mis en place des listes de patients qui étaient en quarantaine, avec des codes couleurs. On a uniformisé tout ça pour essayer de les aider. Quels outils ont été développés pour consulter à distance? Il y a deux grandes familles d'outils. La première provient soit des autorités, soit du Collège de médecine générale. L'autre famille d'outils, ce sont des pop-up. Ces outils sont apparus sur le marché sous l'impulsion d'entrepreneurs ou de médecins ingénieux. Dans la première famille, on a tout ce qui est procédural, avec des questions qui servent de guide. C'est quoi un cas Covid positif? Que fait-on avec un Covid probable? Quelles sont les durées d'incapacité de travail? À ce jour, beaucoup de questions restent sans réponse claire. Ce sont des procédures dites officielles, mais si on les confronte à la littérature ou d'autres sources, on se rend compte qu'elles sont opposables. On dit 7 jours d'arrêt de travail, mais ailleurs on dit 14. On dit 72 heures après la fin des symptômes, ailleurs, c'est 8 jours, c'est le premier outil, je ne le critique pas, mais il est améliorable. Le collège a d'ailleurs amélioré ses procédures, avec l'appui de sa cellule universitaire, en apportant des algorithmes qui sont faits pour les consultations téléphoniques. Les médecins généralistes avaient ainsi un tableau qui les guidait. Ensuite, avec l'application Kflink, le patient reçoit un lien, avec lequel il peut remplir un questionnaire. Très vite, cela permet de déterminer si le patient est dans un état stable, code vert, à risque, orange, ou critique, rouge. Le médecin reçoit directement un SMS quand le patient change de stade, et lui-même obtient un laissez-passer pour le centre de tri. J'ai hospitalisé des patients simplement à partir de ces données. Cette application a été développée par la société de Factory en à peine 10 jours. La médecine générale Covid-19 3.0 sera-t-elle la norme d'une médecine générale après la crise? Il y a des choses qui vont rester. C'est sûr, quel confort pour les patients de rester chez eux. Mais on ne peut pas faire de la médecine générale sans voir et toucher. J'aime bien toucher mes patients, on ne pourra pas faire ça avec écrans interposés. Est-ce que les médecins généralistes étaient suffisamment équipés de matériel de protection? Non, on n'a rien reçu du gouvernement. La profession est partagée entre deux sentiments, celle de vouloir aider, de soutenir la population. Mais en même temps, on est scandalisé, car on a envoyé au front du personnel soignant tout nu, comme de la chair à canon. Et là, on doit sortir de nos cabinets pour aller ausculter des patients qui sortent de l'hôpital et les autres, on n'a rien pour le faire. Or, on en a besoin maintenant. Il y a des médecins qui vont mourir,
Parce qu'on n'a pas reçu de masque, et il n'y a pas que les masques, il y a les blouses, les gants, les lunettes. Mais on n'a rien. D'autant plus qu'on ne sait pas combien de temps, précisément, les patients sont contagieux, on a des outils officiels qui disent de les mettre à l'arrêt 7 jours. Mais quand on regarde la littérature, ça va de 10 à 21 jours. Le patient qui sort de l'hôpital est toujours Covid excrétant. Certes, c'est au début de la maladie qu'il est le plus contagieux, et de moins en moins avec le temps. Comment fait-on pour soigner ces patients? À partir de quand peut-on affirmer qu'un patient est guéri du Covid-19? On ne connaît pas cette maladie. Un patient guéri du Covid, on suppose que c'est quelqu'un qui clinicum va mieux et qui a dépassé le nombre de jours nécessaires pour ne plus être contagieux. Mais il y a aussi la guérison psychologique. Il y aura beaucoup de stress post-traumatique. Cette maladie laissera beaucoup de traces. Question à Marius Gilbert, épidémiologiste, responsable du laboratoire d'épidémiologie spatiale à l'ULB, membre du groupe d'experts en charge de l'exit-stratégie. A-t-on une estimation du nombre de personnes qui ont été infectées en Belgique? On dispose d'une mesure indirecte, via le dispositif de surveillance Sentinelle. Habituellement, il indique le nombre de personnes affectées par la grippe saisonnière. Au lieu d'avoir une décrue comme chaque année à la même saison, il y a un pic qui coïncide avec le début de l'épidémie de Covid. On estime qu'environ 250 000 personnes ont consulté leur médecin généraliste pour des signes cliniques compatibles avec les syndromes grippaux. Où en est l'évolution de l'épidémie? Il y a un élément positif, l'épidémie n'augmente plus. Par les mesures de confinement, on a réussi à reprendre le contrôle sur l'épidémie. Le problème, c'est qu'elle plafonne encore. Le nombre de nouvelles hospitalisations est relativement constant depuis une semaine et le nombre de personnes hospitalisées diminue très légèrement, mais c'est surtout aux dynamiques de sortie, plus qu'à un ralentissement de la dynamique d'entrée. On espère que le nombre d'hospitalisations diminue chaque jour de façon à avoir de la marge lorsqu'on sortira du confinement. Peut-on prévoir la fin de l'épidémie en Belgique? Non. On va devoir vivre avec ce virus pendant plusieurs mois. Même lorsqu'on sortira du confinement, ce sera assorti d'un certain nombre de mesures qu'il faudra maintenir. Parce que la seule chose qui pourra vraiment la donner à long terme, ça serait des vaccins ou des solutions thérapeutiques bien plus efficaces que ce qu'on a pour le moment. À partir de quand décide-t-on un déconfinement et comment doit-il se dérouler? Dans les grandes lignes, le déconfinement doit passer par une diminution de la transmission, c'est-à-dire qu'il faut récupérer de la marge par rapport à notre capacité hospitalière, car l'objectif a toujours été clair, faire en sorte qu'on ne déborde pas notre capacité de système de soins. Ensuite, il faut pouvoir remplacer des mesures d'isolement collectif par des mesures d'isolement ciblées. Et ce ciblage dépend en grande partie de la disponibilité des tests et de dépistage. Et donc il faut que parallèlement à cette diminution du nombre de personnes hospitalisées, on ait une augmentation du nombre de tests, et qu'à un moment donné, les deux courbes se croisent. On pourra alors basculer sur ce nouveau système. En revanche, on aura un problème si le nombre d'hospitalisations ne diminue pas, car le niveau de transmission sera probablement plus important que le nombre de tests dont on dispose. Et là, le déconfinement sera assorti de mesures beaucoup plus complexes. Quelles leçons retenir de cette crise? Il y en a deux. La première, c'est qu'on a un système de soins qui a une capacité à absorber un choc de ce type. Il faut le saluer et le soutenir, pas seulement en période d'épidémie. Ensuite, il faut avoir des systèmes de gouvernance et de prise de décision beaucoup plus efficaces. De nombreuses décisions ont été prises tardivement, que ce soit à propos des tests à grande échelle ou des équipements, on a été pris de court, mais on n'est pas les seuls. Philippe de Baquet, ministre en charge de gérer l'approvisionnement en matériel pour la protection personnelle, à combien de masques évaluez-vous les besoins dans les hôpitaux? Pour le mois d'avril, on sait qu'on a besoin de 18 millions de masques chirurgicaux et 3 millions de masques FFP2. Et ce sera le cas aussi pour le mois mai. Combien de masques FFP2 ont-ils été commandés? Quand vont-ils arriver? On a commandé 13 millions de masques FFP2, 1 million ont déjà été distribués, et plus de 40 millions de masques chirurgicaux, 10 millions ont déjà été livrés. Et on continue à en commander. On est très conscient de la situation des médecins généralistes, mais aussi des infirmiers et personnels dans les maisons de repos, on fait le maximum pour que ces commandes arrivent le plus vite possible. Qui seront les bénéficiaires en priorité? Il y a une liste de cibles prioritaires. Les hôpitaux, les maisons de repos, les généralistes en font partie, mais aussi les kinés respiratoires. Dès qu'on reçoit ce matériel, et après avoir vérifié leur fiabilité, on les distribuera. Qui sont les fournisseurs? On en a plusieurs, que l'on connaît déjà, qui fournissent déjà nos hôpitaux. On a ensuite contacté d'autres fournisseurs,
partout dans le monde, en Chine et d'autres pays. On contacte les usines directement pour avoir une garantie sur la qualité. Et puis on a découvert des stocks un peu partout en Europe. Et on participe aussi à des marchés publics au niveau européen. On est également en discussion avec des entreprises belges pour une production locale. Dans la dernière livraison, 3 millions de masques FFP2 n'étaient pas fiables. Comment éviter de reproduire les mêmes erreurs? Cette commande avait été faite au début de la crise, dans la précipitation. Aujourd'hui, on a changé le système, on a des gens sur place, dans les usines, qui vérifient la qualité de produits. La vérification des certificats est désormais plus sévère, et on vérifie aussi dans nos laboratoires, ici, en Belgique, la qualité du produit. Combien de tests PCR/rapides sont disponibles par jour? Depuis 3 semaines, on travaille avec des entreprises et des laboratoires pour augmenter les capacités de tests et pour sécuriser les réactifs. Aujourd'hui, on est capable de faire 10 000 tests par jour. La priorité est de tester les patients symptomatiques, mais on doit également tester les personnes asymptomatiques, notamment dans les maisons de repos. Quand les tests sérologiques seront-ils disponibles et à quelle quantité? Il faut d'abord les valider. Ils devraient être disponibles d'ici 3 semaines. Mais nous espérons les mettre sur le marché le plus vite possible pour faire un suivi de l'immunité dans la population. Ces tests-là joueront un rôle dans la programmation du déconfinement. Les épisodes de la semaine, en immersion avec un patient Covid, les ambulanciers en première ligne, série 1/6 en immersion avec un patient Covid, le tri à l'hôpital, série 2/6 en immersion avec un patient Covid, les tests aux urgences, série 3/6 en immersion avec un patient Covid, dans une unité de soins intensifs, série 4/6 en immersion avec un patient Covid, la vie ou la mort, série 5/6 en immersion avec un patient Covid, et après série 6/6A, quand le déconfinement et comment doit-il se dérouler? Le plus difficile aujourd'hui est de prévoir la fin de l'épidémie en Belgique. On va devoir vivre avec ce virus pendant plusieurs mois, prédit Marius Gilbert, épidémiologiste, responsable du laboratoire d'épidémiologie spatiale à l'ULB, membre du groupe d'experts en charge de l'exit stratégie, JE. L'élément positif aujourd'hui, c'est que l'épidémie n'augmente plus. Avec les mesures de confinement, on a réussi à reprendre le contrôle dessus. Le problème, c'est qu'elle plafonne encore. Le nombre de nouvelles hospitalisations est relativement constant depuis une semaine, or il faudrait qu'elle diminue pour commencer à envisager un déconfinement. Deux tendances conjointes doivent coexister pour s'engager dans un déconfinement. Il faut que parallèlement à cette diminution du nombre de personnes hospitalisées, on ait une augmentation du nombre de tests et qu'à un moment donné, les deux courbes se croisent, explique encore Marius Gilbert. On pourra alors basculer vers un nouveau système. Il faudra remplacer des mesures d'isolement collectif par des mesures d'isolement ciblé. Et ce ciblage dépend en grande partie de la disponibilité des tests et de dépistage, mais le déconfinement sera assorti de nombreuses autres mesures. Même lorsqu'on sortira du confinement, ce sera assorti d'un certain nombre de mesures qu'il faudra maintenir. Parce que la seule chose qui pourra vraiment changer la donne à long terme, ce sont des vaccins ou des solutions thérapeutiques bien plus efficaces que ce que nous avons pour le moment. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Reportage radio diffusé dans l'émission Transversale sur la première, le 11 avril 2020 à midi. Ce reportage montre à quel point le personnel soignant prend des risques à chaque étape de la prise en charge du patient Covid, suspect ou confirmé. À quel point tous craignent de contracter la maladie, pas seulement pour eux-mêmes, mais aussi et surtout pour leurs proches. Pourtant, certains sont équipés, en priorité les hôpitaux et les ambulanciers, d'autres peu, ou pas du tout, les maisons de repos ou les médecins généralistes. Mais ce n'est pas tout d'avoir un équipement, il faut en avoir en suffisance. Or la pénurie est généralisée, ensuite, il ne faut pas commettre d'erreurs dans les gestes. Et enfin, il faut systématiser les tests de dépistage. Cela permettra d'isoler les patients qui sont réellement atteints du Covid, d'écarter les autres patients qui sont soumis au risque, et enfin de déconfiner ceux qui sont immunisés, à condition que l'on soit certain qu'ils ne contractent pas la maladie à nouveau, car c'est une constante, il y a une grande incertitude non seulement sur l'action du virus, mais aussi sur le nombre de cas réels. Question à Thomas Orban, médecin généraliste et président du Collège de médecine générale francophone. Pensez-vous que les médecins généralistes étaient préparés à affronter cette épidémie? Oui et non, parce que l'ADN d'un médecin généraliste, c'est l'adaptabilité. En médecine générale, on s'adapte tous les jours, en permanence, à toutes les situations, à tous les patients. Le médecin généraliste travaille dans un cadre clair, mais il doit en sortir régulièrement.
Il est habitué à sortir de sa zone de confort, à gérer l'incertitude, sans filet, c'est son ADN. Et c'est bien le cas aujourd'hui. Quelles difficultés ont-ils rencontrées dans cette situation de crise? Là où ce n'est pas facile pour le médecin généraliste, c'est que cette adaptabilité doit se faire dans la relation avec le patient, sans contact visuel, ni tactile. On ne peut pas accompagner un patient en insuffisance respiratoire à l'hôpital, alors qu'on a l'habitude d'être là pour lui tenir la main. Dans cette situation, on ne peut pas être là, et c'est très dur de vivre ça. Mais les médecins généralistes ont très vite changé leurs habitudes. Le changement s'est fait en moins de 24 heures. Ils n'ont plus examiné les patients de visu mais par téléphone. Ils se sont tous débrouillés avec leurs outils, que ce soit WhatsApp, Skip ou Zoom. Très vite ils ont mis en place des listes de patients qui étaient en quarantaine, avec des codes couleurs. On a uniformisé tout ça, pour essayer de les aider. Quels outils ont été développés pour consulter à distance? Il y a deux grandes familles d'outils. La première provient soit des autorités, soit du Collège de médecine générale. L'autre famille d'outils, ce sont des pop-up. Ces outils sont apparus sur le marché sous l'impulsion d'entrepreneurs ou de médecins ingénieux. Dans la première famille, on a tout ce qui est procédural, avec des questions qui servent de guide. C'est quoi un cas Covid positif? Que fait-on avec un Covid probable? Quelles sont les durées d'incapacité de travail? À ce jour, beaucoup de questions restent sans réponse claire. Ce sont des procédures dites officielles, mais si on les confronte à la littérature ou d'autres sources, on se rend compte qu'elles sont opposables. On dit 7 jours d'arrêt de travail, mais ailleurs on dit 14. On dit 72 heures après la fin des symptômes, ailleurs, c'est 8 jours, c'est le premier outil, je ne le critique pas, mais il est améliorable. Le collège a d'ailleurs amélioré ses procédures, avec l'appui de sa cellule universitaire, en apportant des algorithmes qui sont faits pour les consultations téléphoniques. Les médecins généralistes avaient ainsi un tableau qui les guidait. Ensuite, avec l'application Kflink, le patient reçoit un lien, avec lequel il peut remplir un questionnaire. Très vite, cela permet de déterminer si le patient est dans un état stable, code vert, à risque, orange, ou critique, rouge. Le médecin reçoit directement un SMS quand le patient change de stade, et lui-même obtient un laissez-passer pour le centre de tri. J'ai hospitalisé des patients simplement à partir de ces données. Cette application a été développée par la société de Factory en à peine 10 jours. La médecine générale Covid-19 3.0 sera-t-elle la norme d'une médecine générale après la crise? Il y a des choses qui vont rester. C'est sûr, quel confort pour les patients de rester chez eux. Mais on ne peut pas faire de la médecine générale sans voir et toucher. J'aime bien toucher mes patients, on ne pourra pas faire ça avec écrans interposés. Est-ce que les médecins généralistes étaient suffisamment équipés de matériel de protection? Non, on n'a rien reçu du gouvernement. La profession est partagée entre deux sentiments, celle de vouloir aider, de soutenir la population. Mais en même temps, on est scandalisé, car on a envoyé au front du personnel soignant tout nu, comme de la chair à canon. Et là, on doit sortir de nos cabinets, pour aller ausculter des patients qui sortent de l'hôpital et les autres, on n'a rien pour le faire. Or, on en a besoin maintenant. Il y a des médecins qui vont mourir, parce qu'on n'a pas reçu de masques, et il n'y a pas que les masques, il y a les blouses, les gants, les lunettes. Mais on n'a rien. D'autant plus qu'on ne sait pas combien de temps, précisément, les patients sont contagieux, on a des outils officiels, qui disent de les mettre à l'arrêt 7 jours. Mais quand on regarde la littérature, ça va de 10 à 21 jours. Le patient qui sort de l'hôpital est toujours Covid excrétant. Certes, c'est au début de la maladie qu'il est le plus contagieux, et de moins en moins avec le temps. Comment fait-on pour soigner ces patients? À partir de quand peut-on affirmer qu'un patient est guéri du Covid-19? On ne connaît pas cette maladie. Un patient guéri du Covid, on suppose que c'est quelqu'un qui cliniquement va mieux et qui a dépassé le nombre de jours nécessaires pour ne plus être contagieux. Mais il y a aussi la guérison psychologique. Il y aura beaucoup de stress post-traumatique. Cette maladie laissera beaucoup de traces. Question à Marius Gilbert, épidémiologiste, responsable du laboratoire d'épidémiologie spatiale à l'ULB, membre du groupe d'experts en charge de l'exit-stratégie. A-t-on une estimation du nombre de personnes qui ont été infectées en Belgique? On dispose d'une mesure indirecte, via le dispositif de surveillance Sentinelle. Habituellement, il indique le nombre de personnes affectées par la grippe saisonnière. Au lieu d'avoir une décrue comme chaque année à la même saison, il y a un pic qui coïncide avec le début de l'épidémie de Covid. On estime qu'environ 250 000 personnes ont consulté leur médecin généraliste pour des signes cliniques compatibles avec les syndromes grippaux. Où en est l'évolution de l'épidémie? Il y a un élément positif,
L'épidémie n'augmente plus. Par les mesures de confinement, on a réussi à reprendre le contrôle sur l'épidémie. Le problème, c'est qu'elle plafonne encore. Le nombre de nouvelles hospitalisations est relativement constant depuis une semaine et le nombre de personnes hospitalisées diminue très légèrement, mais c'est surtout aux dynamiques de sortie, plus qu'à un ralentissement de la dynamique d'entrée. On espère que le nombre d'hospitalisations diminue chaque jour de façon à avoir de la marge lorsqu'on sortira du confinement. Peut-on prévoir la fin de l'épidémie en Belgique? Non. On va devoir vivre avec ce virus pendant plusieurs mois. Même lorsqu'on sortira du confinement, ce sera assorti d'un certain nombre de mesures qu'il faudra maintenir. Parce que la seule chose qui pourra vraiment la donner à long terme, ça serait des vaccins ou des solutions thérapeutiques bien plus efficaces que ce qu'on a pour le moment. À partir de quand décide-t-on un déconfinement et comment doit-il se dérouler? Dans les grandes lignes, le déconfinement doit passer par une diminution de la transmission, c'est-à-dire qu'il faut récupérer de la marge par rapport à notre capacité hospitalière, car l'objectif a toujours été clair, faire en sorte qu'on ne déborde pas notre capacité de système de soins. Ensuite, il faut pouvoir remplacer des mesures d'isolement collectif par des mesures d'isolement ciblées. Et ce ciblage dépend en grande partie de la disponibilité des tests et de dépistage. Et donc il faut que parallèlement à cette diminution du nombre de personnes hospitalisées, on ait une augmentation du nombre de tests, et qu'à un moment donné, les deux courbes se croisent. On pourra alors basculer sur ce nouveau système. En revanche, on aura un problème si le nombre d'hospitalisations ne diminue pas, car le niveau de transmission sera probablement plus important que le nombre de tests dont on dispose. Et là, le déconfinement sera assorti de mesures beaucoup plus complexes. Quelles leçons retenir de cette crise? Il y en a deux. La première, c'est qu'on a un système de soins qui a une capacité à absorber un choc de ce type. Il faut le saluer et le soutenir, pas seulement en période d'épidémie. Ensuite, il faut avoir des systèmes de gouvernance et de prise de décision beaucoup plus efficaces. De nombreuses décisions ont été prises tardivement, que ce soit à propos des tests à grande échelle ou des équipements, on a été pris de court, mais on n'est pas les seuls. Philippe de Baquet, ministre en charge de gérer l'approvisionnement en matériel pour la protection personnelle, à combien de masques évaluez-vous les besoins dans les hôpitaux? Pour le mois d'avril, on sait qu'on a besoin de 18 millions de masques chirurgicaux et 3 millions de masques FFP2. Et ce sera le cas aussi pour le mois mai. Combien de masques FFP2 ont-ils été commandés? Quand vont-ils arriver? On a commandé 13 millions de masques FFP2, 1 million ont déjà été distribués, et plus de 40 millions de masques chirurgicaux, 10 millions ont déjà été livrés. Et on continue à en commander. On est très conscient de la situation des médecins généralistes, mais aussi des infirmiers et personnels dans les maisons de repos, on fait le maximum pour que ces commandes arrivent le plus vite possible. Qui seront les bénéficiaires en priorité? Il y a une liste de cibles prioritaires. Les hôpitaux, les maisons de repos, les généralistes en font partie, mais aussi les kinés respiratoires. Dès qu'on reçoit ce matériel, et après avoir vérifié leur fiabilité, on les distribuera. Qui sont les fournisseurs? On en a plusieurs, que l'on connaît déjà, qui fournissent déjà nos hôpitaux. On a ensuite contacté d'autres fournisseurs, partout dans le monde, en Chine et d'autres pays. On contacte les usines directement, pour avoir une garantie sur la qualité. Et puis on a découvert des stocks un peu partout en Europe. Et on participe aussi à des marchés publics au niveau européen. On est également en discussion avec des entreprises belges pour une production locale. Dans la dernière livraison, 3 millions de masques FFP2 n'étaient pas fiables. Comment éviter de reproduire les mêmes erreurs? Cette commande avait été faite au début de la crise, dans la précipitation. Aujourd'hui, on a changé le système, on a des gens sur place, dans les usines, qui vérifient la qualité de produits. La vérification des certificats est désormais plus sévère, et on vérifie aussi dans nos laboratoires, ici, en Belgique, la qualité du produit. Combien de tests PCR/rapides sont disponibles par jour? Depuis 3 semaines, on travaille avec des entreprises et des laboratoires pour augmenter les capacités de tests et pour sécuriser les réactifs. Aujourd'hui, on est capable de faire 10 000 tests par jour. La priorité est de tester les patients symptomatiques, mais on doit également tester les personnes asymptomatiques, notamment dans les maisons de repos. Quand les tests sérologiques seront-ils disponibles, et à quelle quantité? Il faut d'abord les valider. Ils devraient être disponibles d'ici 3 semaines. Mais nous espérons les mettre sur le marché le plus vite possible, pour faire un suivi de l'immunité dans la population. Ces tests-là joueront un rôle dans la programmation du déconfinement.
Les épisodes de la semaine, en immersion avec un patient Covid, les ambulanciers en première ligne, série 1/6 en immersion avec un patient Covid, le tri à l'hôpital, série 2/6 en immersion avec un patient Covid, les tests aux urgences, série 3/6 en immersion avec un patient Covid, dans une unité de soins intensifs, série 4/6 en immersion avec un patient Covid, la vie ou la mort, série 5/6 en immersion avec un patient Covid, et après, série 6/6. À quand le déconfinement et comment doit-il se dérouler? Le plus difficile aujourd'hui est de prévoir la fin de l'épidémie en Belgique. On va devoir vivre avec ce virus pendant plusieurs mois, prédit Marius Gilbert, épidémiologiste, responsable du laboratoire d'épidémiologie spatiale à l'ULB, membre du groupe d'experts en charge de l'exit-stratégie, JE. L'élément positif aujourd'hui, c'est que l'épidémie n'augmente plus. Avec les mesures de confinement, on a réussi à reprendre le contrôle dessus. Le problème, c'est qu'elle plafonne encore. Le nombre de nouvelles hospitalisations est relativement constant depuis une semaine, or il faudrait qu'elle diminue pour commencer à envisager un déconfinement. Deux tendances conjointes doivent coexister pour s'engager dans un déconfinement. Il faut que parallèlement à cette diminution du nombre de personnes hospitalisées, on ait une augmentation du nombre de tests, et qu'à un moment donné, les deux courbes se croisent, explique encore Marius Gilbert. On pourra alors basculer vers un nouveau système. Il faudra remplacer des mesures d'isolement collectif par des mesures d'isolement ciblées. Et ce ciblage dépend en grande partie de la disponibilité des tests et de dépistage, mais le déconfinement sera assorti de nombreuses autres mesures. Même lorsqu'on sortira du confinement, ce sera assorti d'un certain nombre de mesures qu'il faudra maintenir. Parce que la seule chose qui pourra vraiment changer la donne à long terme, ce sont des vaccins ou des solutions thérapeutiques bien plus efficaces que ce que nous avons pour le moment. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.